Quoi qu'a dit? On dira. Quoi qu'a fait? On fera. À quoi qu'a pense? On pensera. Pourquoi qu'a dira? Pourquoi qu'a fera? Pourquoi qu'a pensera? Existe pas. Jean Tardieu. Trouvez sur la table ce mot qu'elle a écrit avant de descendre en ville comme tous les jours. Maman, il est 2 heures, je dois partir. Je suis partie travailler. Dans le frigo, il y a du beurre, du fromage. J'ai mis du café dans ton bol. S'il n'y en a pas assez, le pot est à café sur la table. Quand je suis arrivé vers 5 heures de l'après-midi, elle s'était déjà couchée au milieu d'un désordre de livres. Apparemment, elle ne s'intéresse plus aux choses qui l'amusaient ou la distrayaient il n'y a pas si longtemps. Elle fait mine de lire, n'allume plus la télévision. Je ne sais pas si elle devient folle ou si elle simule la folie pour m'impressionner. Difficile à dire. Elle s'est installée, en tout cas, dans un état de confusion qui semble la satisfaire à tout point de vue. Comme elle revenait sur ses inquiétudes au sujet de sa mère, ma grand-mère, qui n'était pas rentrée pour l'heure du repas de midi, je l'ai rassurée en lui racontant que je l'avais croisée à la gare et invitée à manger un cornet de frites dans une baraque à frites. Et pourquoi vous avez été manger une frite? J'ai pas marqué le coup. Il a plus de 120 ans, ça s'arrose. C'est plutôt pour ça. Maman n'a pas plus de 120 ans. Voyons, maman n'a pas 120 ans. Si. 120 ans, bien tassé. Mais c'est pas possible. Elle est plus âgée que toi. Ah oui, évidemment. Quel âge as-tu? 86. Quand tu es né, quel âge avait ta mère? 36. Alors 86 ans et 36 ans, le total fait combien? Elle a calculé, en prenant son temps, en décomposant chaque nombre, en retenant des dizaines fractionnées en paires, selon un système enfantin mais très pratique. C'est pas possible. Elle peut pas avoir 120 ans. Tu viens de faire le calcul toi-même. Il y a une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Alors c'est que je deviens folle. On n'a qu'à me mettre à l'hôpital psychiatrique. Mais je ne suis pas folle. Maman était là, au pied de mon lit. Est-ce qu'elle se fiche de moi? Ce ne serait pas impossible. Alors ma mère, elle, sa rengaine, c'est l'hôpital psychiatrique. Si on pense qu'elle est folle, il faut la mettre à l'hôpital psychiatrique. J'y suis allée à l'enterrement de ma mère, je me souviens bien. Elle est enterrée au cimetière avec papa. Ah ben oui, c'est ça. Elle est enterrée au cimetière avec le grand-père. C'est ça. Je croyais que tu t'en souvenais pas. Et je m'en souviens bien. Alors, si la grand-mère est enterrée au cimetière avec le grand-père, comment est-ce qu'elle est prise pour sortir de terre et venir te voir ici? Dis que je suis folle, vas-y, dis que je suis folle. Non, je dis pas que tu es folle, je te rappelle seulement que tu viens de me dire que la grand-mère était enterrée dans le cimetière avec le grand-père. Tu m'embrouilles. Je sais bien que maman était là il y a une semaine. Elle a un bon coup de fourchette. Elle marche mieux que moi, je l'ai vue. Elle est sortie du cimetière alors. Je sais pas comment elle a fait, mais elle était là. Elle mange bien. Un peu plus tard, comme on discutait sur l'éventualité d'un placement dans une maison de retraite, elle a dit « Pas question d'aller dans une maison. Je vais bien, chez moi, c'est propre. Maman, elle est restée chez elle jusqu'à sa mort. » Tu vois? Tu viens de dire que la grand-mère est restée chez elle jusqu'à sa mort. Si tu dis ça, c'est que tu sais qu'elle est morte. J'ai pas dit qu'elle était morte. Tu viens de me dire qu'elle était restée chez elle jusqu'à sa mort. Non, j'ai pas dit ça. J'ai seulement dit qu'elle vit encore chez elle malgré qu'elle soit vieille. C'est ça que j'ai dit. Jamais j'aurais dit que maman est morte. Mais t'es fou ou quoi de me faire dire des choses pareilles? Elle marche
marche mieux que moi, tu peux y aller. Elle a encore de bonnes jambes. Pourtant, elle a été malade dans sa vie. C'est vrai que depuis qu'elle est morte, elle va beaucoup mieux. Nous allons continuer nos échanges. L'idée maintenant, c'est de pouvoir écouter, échanger, communiquer avec des acteurs de terrain qui ne sont pas Jeanne Masse, mais qui travaillent. Alors il y a une intrus bien sûr dans le groupe, mais elle est là en soutien parce qu'il y a une belle collaboration sur un établissement. Je parle de Marie-Noël Maréchal. Et donc, pour nous permettre après d'avancer dans les échanges de cet après-midi. Ce qui semblait peut-être pertinent, c'est que nous puissions commencer avec Philippe Dagnon, qui a été créateur, fondateur, avec tout un groupe d'autres acteurs, d'un réseau de santé gérontologique. Philippe est médecin généraliste et tu vas pouvoir nous permettre d'expliquer comment sur un territoire, ce que la personne qui vient de Grenoble disait, comment collaborer ensemble et qu'est-ce que vous, en tant que réseau gérontologique, vous développez sur votre territoire. Donc Philippe, je te laisse intervenir, tu as un micro devant toi. Et donc moi je vais devoir gérer le temps. J'ai un carton bleu quand il vous reste la moitié du temps, un jaune quand il restera 5 minutes et un rouge quand ça sera out. Normalement il doit marcher. Bon. Philippe, un quart d'heure. Ça va être dur pour moi parce que je suis un bavard. Ah, je suis là pour t'aider. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un réseau, d'une association en loi 1901 comme la vôtre, qui a eu une vie parallèle à Jeanne Masse, puisque je voudrais rendre hommage à Janine, qui n'a pas pu venir parmi vous, je crois, la fondatrice de Jeanne Masse 56, que je croisais il y a une trentaine d'années déjà, quand elle a créé votre association sur le Morbihan, et que je croisais à l'hôpital de Port-Louis-Rigantec, et avec laquelle on a essayé de développer des choses ensemble, entre autres, avec d'autres associations aussi. Alors, ce que je vais vous raconter, c'est un petit peu l'histoire d'une association qui, pour certains, était une réussite, pour d'autres est un petit peu un échec, moi en particulier. C'est un petit peu dommage d'entendre dire ça. J'ai parlé au passé. Hein, je vais vous expliquer, voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Quand je me suis installé, en fait, je n'étais pas destiné du tout à m'occuper des personnes âgées, parce que je suis de formation animateur néonatal. Donc, mais comme quoi la médecine mène à tout, j'ai commencé comme animateur néonatal et j'ai fini comme médecin gériatre. Donc vous voyez, c'est pas grave. Le fait que je sois médecin n'a pas beaucoup d'importance dans l'histoire, hormis le fait que quand on a un titre de docteur et qu'on va dans des réunions un peu importantes, on nous écoute un petit peu plus que le Pékin moyen, qui est président d'une association. Voilà, c'est juste le petit plus qui fait que le titre ouvre un petit peu plus les oreilles des institutionnels et des élus
et des autres associations. Quand je me suis installé sur le canton de Port-Louis, c'est de l'autre côté de la Rade, hein, donc c'est pas très loin. C'est 30 000 habitants, donc pas beaucoup, mais en nette augmentation, parce qu'il y a beaucoup de retraités qui reviennent, des revenants. Et déjà, il y a 30 ans, on s'était aperçu, puisque je venais juste de m'installer, et puis que je travaillais aussi en plus, on m'avait demandé de venir travailler à l'hôpital de Port-Louis-Riantec, qui était un hôpital gériatrique, pour donner un petit coup de main, pour faire un remplacement. En fait, j'y suis resté quand même 25 ans. Et parce que j'avais un petit peu de compétences dans ce domaine-là, mais pas plus que ça. Voilà. Et j'ai développé mes compétences au fur et à mesure. Puis on s'était dit avec des copains, là, des médecins de l'hôpital, des médecins qui étaient installés sur le canton et tout ça, que c'était un petit peu dommage qu'on ne commence pas à organiser quelque chose autour alors ce qu'on appelait le maintien à domicile à l'époque, terme qu'on a banni de notre vocabulaire depuis plus de 20 ans, pour parler plutôt de soutien. Bon, il y a sûrement d'autres mots plus appropriés, mais le terme de maintien à domicile était de monnaie courante. Je vois que d'ailleurs la ministre de la Santé l'a encore employé avant-hier dans un discours. Ça me paraît un petit peu arriéré comme discours, mais bon voilà, c'est encore des termes qui existent. Et on s'était dit qu'il fallait essayer d'organiser quelque chose pour que les gens vivent à domicile. C'est une zone rurale, les gens souhaitent rester chez eux, continuer à vivre chez eux malgré le départ de leurs enfants, de leurs petits-enfants vers d'autres villes, vers d'autres endroits pour les travailler. Voilà. Et donc on s'est dit, là il y a une bonne idée, pourquoi pas. Enfin, voilà, on a réussi à se faire un petit collectif pour discuter de ça. Et puis la première chose qu'on a faite, c'était déjà d'essayer d'organiser quelque chose sur le plan sanitaire, c'est-à-dire que les gens qui étaient à domicile, qui ne pouvaient plus se déplacer, essayer de leur apporter les soins médicaux nécessaires. 24 heures sur 24, c'était le minimum. C'est notre boulot de médecin généraliste dit de famille. Et donc on avait organisé une garde, voilà, garde médicale la nuit, le week-end, et ainsi de suite. On est quasiment le système de garde du département à avoir été organisé. Ça, c'était une réussite. Ça a bien marché pendant 20 ans. Où c'est un échec, c'est que la garde, elle n'existe plus. Et que sur vos cantons, sur vos zones rurales, vous n'avez guère que le 15 à appeler pour qu'on vous envoie une ambulance et vous retrouvez dans la file d'attente à l'hôpital aux urgences. Ça, je pense que c'est un échec. C'est-à-dire que ce qui avait paru quelque chose qui se développait bien dans les années 80 était en pleine expansion dans les années 2000, c'était bien organisé et tout s'est écroulé. En moins de 10 ans, tout s'est écroulé. Après, on a essayé de développer aussi non seulement le médecin qui passe voir les personnes âgées, mais aussi les soins infirmiers, enfin tout ce qui va autour des soins, avec une prise en charge qui soit à la hauteur de ce que l'on désire dans un pays développé, riche, avec des moyens un peu modernes quand même de prise en charge. Donc on a développé ça avec les infirmiers, les kinés, les dentistes, les pharmaciens, enfin tout ça, tout un réseau. Et à l'époque, on avait appelé notre réseau santé, coordination gérontologique du pays de Port-Louis, pour essayer justement de faire communiquer un peu toutes ces professions entre elles, qui ne communiquaient guère à l'époque, et qui, pour que la prise en charge soit un peu meilleure, donc avec un point central, et puis on appelait le point central, puis le point central se chargeait de coordonner un petit peu tout ça, de faire une proposition de prise en charge, et puis voilà. Mais on était dans le domaine sanitaire. Ça s'est développé pendant plusieurs années, ça a bien fonctionné. Notre nom réseau santé a été repris par les institutions publiques avec la loi sur les réseaux de santé. Donc c'est pas nous qui avons copié, c'est l'inverse. La commission Soubi avant. Ouais, voilà, commission Soubi. Et donc on se disait, bon c'est bien développer le sanitaire et tout ça. Il faut aussi qu'on s'occupe, bien entendu, on a vu surgir d'autres problématiques, parce que la santé c'est une chose, le sanitaire c'est une chose, mais si on prend la santé au sens heuristique de la définition, la santé c'est bien vivre, hein, c'est en bonne santé, mais c'est bien vivre, c'est être heureux, c'est être joyeux, c'est communiquer, voilà.
Et donc on a développé tout un réseau, entre guillemets aussi, pour permettre aux gens d'être pris en charge sur le plan de la santé, mais aussi d'être pris en charge dans d'autres domaines, notamment l'anticipation sur la future perte d'autonomie. On ne perd pas tous notre autonomie quand on vieillit. Hein. Il y a des gens qui sont très autonomes très très longtemps, mais notre objectif, c'était pas de se retrouver devant des situations, comme on le faisait un petit peu au quotidien, des situations un peu d'urgence, c'est-à-dire qu'on nous appelle, mais bah, c'est presque déjà trop tard, quoi. Habiter au premier étage, avoir la douche au sous-sol, et puis le WC dehors, ça ne le fait pas, quoi. Ça le fait jusqu'à 60, 70 ans, ça va arriver un moment, ça ne le fait plus, quoi. Et donc l'anticipation pour ne pas se retrouver devant des situations d'urgence. Et donc on a bossé pendant une dizaine d'années là-dessus, hein, de 90 quoi, hein, jusqu'en 2000. Voilà, oui, ça va trop vite. Jusqu'en 2000 pour développer toutes ces parties là d'aménagement de l'habitat, avec tous les partenaires du coin. On a parlé de Bretagne Sud Habitat, mais aussi des associations qui s'étaient montées à Carpac. On a un grand centre de rééducation fonctionnelle à Carpac, de la mutualité. On a monté des actions là-dessus, hein, le développement de l'habitat, la partie sociale aussi, la partie financement de toutes ces actions. Et donc on a réussi à finalement à mettre en place un système pas trop mal sur le canton, avec une prise en charge de plusieurs centaines de personnes hein, sur le secteur, avec de l'anticipation, de la prise en charge, voilà. Puis après, bon, moi je me pose toujours des questions, c'est vrai. On se posait toujours des questions, et on disait, c'était un petit peu la devise, notre devise qui a commencé à apparaître à partir des années 2004-2005. C'était, ça sert à rien d'être en bonne santé, d'avoir un peu d'argent et puis de s'emmerder. Hein. Excusez-moi du terme. Mais moi, comme médecin généraliste, j'allais faire une petite tournée dans les campagnes. Hein, et puis, bah, je voyais les gens, bah, ouais, ils étaient super bien pris en charge. Le diabète, l'hypertension, tout ça, nickel. La douche avec la super douche italienne, les bars, les machins, les plans inclinés. Enfin, super, quoi. Mais au total, est-ce que les gens étaient heureux? Ben, pas tant que ça, finalement. Quand on creusait un petit peu, parce que quand on est médecin, on passe combien de temps à domicile? On passe un quart d'heure tous les mois. Quand on demande à l'infirmière, est-ce que tu penses que madame ou monsieur, là, il s'ennuie, il s'emmerde? Et puis si on demande à l'aide à domicile, qui passe autrefois appelée aide ménagère, l'aide à domicile, c'était un petit peu le même discours. Donc on s'est dit, bah, il y a quelque chose à faire, quoi. Ça sert à rien de vivre si on s'embête, quoi, en gros. Et donc l'idée a germé et on a commencé à se dire, bah, on va faire intervenir des gens pour aller les visiter à domicile, pour qu'il y ait un petit peu de vie. Et donc on avait travaillé à l'époque avec une association qui s'appelait VMEH, vous les connaissez peut-être, hein, sûrement. Je ne sais pas si l'association, on n'entend plus tellement parler d'eux, je pense qu'ils existent encore, mais moi j'entends plus tellement parler d'eux. Et là, malheureusement, on a eu des expériences catastrophiques avec eux. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens étaient sur le recrutement dans ces associations bénévoles n'était pas forcément à la hauteur des ambitions qu'on voulait des missions qu'on voulait leur confier. Et là, on s'est aperçu que le bénévolat, c'est bien, à condition d'avoir un encadrement de gens formés, pas forcément professionnels, mais au moins des gens formés qui sachent vers quel objectif on se dirige et ne se lancent pas dans des prises en charge, des accompagnements complètement délirants, voire maltraitants. Et donc on a abandonné un petit peu cette idée de travailler comme ça. Notre idée, c'était aussi de recruter des bénévoles au sein de notre association. On en avait parlé pas mal avec Isabelle à l'époque. Et c'est justement à la suite de ça qu'on s'est dit, ben non, on va aller plus loin. Hein. On parle du médico-social, on parle du socio-culturel, mais on ne parle jamais du médico-culturel. Et donc l'idée, c'est de développer la branche médico-culturelle. C'est inhabituel, hein, mais essayer de convaincre des médecins ou des infirmiers qu'ils ne sont pas forcément obligés de faire que de la médecine quand ils vont voir les gens,
Et moi, à multiples reprises, ça m'est arrivé, et des collègues l'ont fait aussi, au lieu d'aller renouveler l'ordonnance où finalement on s'emmerde, hein, prendre l'attention, tout va bien, bon voilà, tout est équilibré, voilà, bon. Ah ben, moi je les prenais dans ma voiture, puis je les emmenais faire un petit tour quelque part où ils avaient envie d'aller. Bon, c'est peut-être un peu inhabituel, mais pourquoi pas, je veux dire, ça peut faire partie aussi de mon rôle de médecin de famille, de médecin traitant. Et on a essayé de développer un petit peu ça. Bon, après, le temps, le manque de temps, et ainsi de suite, c'est pas forcément simple. Mais l'idée était quand même là. Et on s'est dit, on va essayer de recruter quelqu'un, de prendre quelqu'un, un professionnel, pour essayer de développer ça, le lien social, l'accompagnement, le lien social, pour que les gens ne s'embêtent plus. Et donc, c'est là qu'on a recruté donc, une animatrice socioculturelle, qui n'était pas Isabelle au départ. Isabelle, c'est celle qu'on a gardée le plus longtemps. Une dizaine d'années, elle va vous raconter ça après. On a recruté plusieurs animateurs qui ont commencé à développer justement autour de ce thème du lien social à domicile, avec d'autres associations, hein, essayer de coordonner toutes les autres associations pour remettre les gens dans un circuit de lien social. C'est carton rouge? C'est jaune. Ça veut dire combien? Oula. De remettre les gens dans... C'était pas à nous de faire l'effection, on n'était pas effecteurs, mais de remettre les gens dans un circuit associatif de lien social qui existe déjà sur le territoire, il y a plein de gens. Sauf que quand on devient un petit peu en perte d'autonomie, un petit peu à l'ouest, on dit ici en Bretagne, hein, quand on est un peu à l'ouest, c'est un petit peu comme les excellents acteurs qui ont lu quelque chose tout à l'heure. Voilà. On est un petit peu à l'ouest. Les gens qui sont, entre guillemets, à peu près autonomes, qui conduisent encore leur voiture et qui ne yoyotent pas trop, ben, ils n'ont pas trop envie d'être en contact avec ces gens-là. Voilà. Parce que, soit ils en ont peur, parce qu'ils ne savent pas comment les prendre en charge, et puis je pense que, intérieurement, c'est le miroir de ce qu'on va vivre dans quelques années. Et donc on n'a pas forcément envie de... Voilà, on se dit non, on préfère se regarder du côté des jeunes plutôt que du côté des vieux qui yoyotent. Voilà. Et donc on a essayé de lancer ce projet. Donc, et c'est après Isabelle qui est arrivée dans notre association, qui a réussi à mettre en place ce dont elle va vous raconter, tout ce système-là qui nous tenait à cœur et qui a bien fonctionné pendant plusieurs années. Et c'est là, je reviens aussi, là que c'est un petit peu un échec, puisque notre association Réseau Santé termine sa vie. Hein. Heureusement qu'il n'en est pas de même du président. Mais termine sa vie pour en fait ne pas être supprimé, mais plutôt continuer à se développer, puisque le principe de la coordination gérontologique, de l'accompagnement des personnes âgées à domicile, est très d'actualité. Hein, on entend parler, les politiques, les élus au niveau national ont l'air de découvrir, comme une poule qui découvre un couteau sur un caillou, ils ont l'air de découvrir que le maintien à domicile, c'était pas mal. Et là, le problème, c'est que cette découverte, elle est faite simplement pour des raisons financières. Alors qu'en fait, la raison de rester à domicile, c'est simplement de continuer sa vie où on est né, où on a vécu avec sa famille, on a dit une histoire. Et c'est ça qu'il faut continuer à développer, qu'on a cherché à faire depuis 30 ans, et qu'on n'a pas forcément réussi, puisque l'accompagnement qui va avoir lieu maintenant avec la nouvelle association Cap Autonomie Santé, hein, tout l'Orient-Quimperlé, donc on va passer de 30 000 habitants à 270 000 habitants. Vous voyez le challenge. Bien sûr, les effectifs et les moyens n'ont pas été multipliés par 7, comme la population, vous en doutez. Donc ça va être un petit peu compliqué. Et bien sûr, la partie médico-culturelle, sociale, lien social, a été en partie abandonnée, faute de budget, faute de moyens. Personne ne veut plus financer ce genre de choses, alors que les effets étaient quand même relativement positifs. Merci. Donc, Isabelle, ton ancien président t'a préparé la planche pour que tu puisses, tu vas aller là si tu non savonné. Donc, pareil, tu as un quart d'heure.
ce qui peut être intéressant dans l'accompagnement médico-culturel que tu as pu faire, de dire si tu as eu l'intérêt, la pertinence d'accompagner des personnes qui étaient elles-mêmes en fin de vie et comment ça s'est joué. Merci Isabelle. Bonjour à tout le monde, c'est impressionnant. Je vais tâcher de raconter donc mon expérience qui a duré une dizaine d'années, une grosse dizaine d'années. Donc mon expérience en tant qu'animatrice sociale et culturelle au sein de Réseau Santé, c'était de pouvoir mener le service animation donc sur 9 communes auprès des personnes âgées à domicile. Alors, je remets mes notes en ordre. Voilà, j'y suis. Oui, je voulais commencer d'abord par remercier Jeanne Malve, avant tout, et Marie-Noël, grâce à laquelle je suis là. Voilà, déjà. Ensuite, donc, voilà, sur l'ancien canton de Port-Louis, 9 communes de l'autre côté de la rade, comme vous a dit Monsieur Dagnon. Ça consistait à accompagner des personnes âgées donc à domicile, des personnes âgées en difficulté d'autonomie. Je préfère le mot difficulté à perte. Pour moi, le mot perte fait qu'on se focalise justement sur les pertes et seulement les pertes, et je trouve ça très dommage. Ensuite, au niveau voilà, des personnes accompagnées, il y avait à peu près 3/4, voire 4/5 de femmes. Seuls la plupart, quelques hommes aussi, et une moyenne d'âge entre 80 et 87 ans, avec des personnes, des petites jeunes, entre 60 et 65 ans, et la personne la plus âgée que j'ai accompagnée avait 99 ans. Voilà. La particularité de cette forme de l'animation à domicile, c'était qu'elle se déroulait principalement à l'extérieur et avec les personnes, puisque quand je suis arrivée, je suis native du centre Val-de-Loire, du coup je ne connaissais pas le coin et j'ai fait le travail avec les personnes. Je suis allée les voir et je leur ai demandé ce qu'elles avaient envie de faire, de quelle façon on allait le faire ensemble. Voilà. Je vais maintenant vous faire le circuit de la demande d'une intervention du service animation. Pardon. J'ai encore le cœur qui bat un peu vite, donc voilà, ça va aller. La demande, elle est faite le plus souvent par la famille, soit qui venait, j'ai du mal à parler au passé encore, donc je vais le faire au présent. Donc la famille qui vient soit au réseau santé, soit qui prend rendez-vous au téléphone, qui appelle tout simplement, ou un ami. Ça peut être aussi un professionnel de santé, le médecin, le cabinet infirmier qui intervient déjà à domicile, le service gérontopsie aussi, qui peut appeler pour une personne qui a besoin d'un coup de pouce relationnel extérieur, le CCAS, la mairie, ou une association de secteur. Voilà. La demande, elle arrive donc à Réseau Santé, une infirmière évaluatrice, donc évalue la pertinence de faire entrer la personne ou non à l'animation. On avait des grilles, voilà, et évalue aussi les besoins globaux de la personne suite à cette demande de lien social. Donc les besoins tant matériels que humains. Je rencontre ensuite la personne chez elle, avec le plus souvent un membre de sa famille, ou non, ça dépend. Une infirmière aussi, parfois les infirmières gérontopsie faisaient le lien. Et nous discutons, nous échangeons pour voir de quelle façon l'animation peut se passer. Et nous convenons souvent d'un rendez-vous pour que la personne puisse tester. Donc voilà, je faisais un planning mensuel pour proposer des choses. Et du coup, la personne dit voilà, je voudrais aller à telle animation, on prend rendez-vous et voilà, on vient. Je venais la chercher à domicile avec un véhicule adapté de
3 personnes plus un fauteuil, possiblement. Donc les objectifs principaux du service animation, ça a été créé à la base pour faciliter le lien social et faire en sorte que les problèmes de santé ne deviennent pas des ruptures, pas des débuts de rupture sociale, comme disait M. Daniel. C'est-à-dire tout simplement de permettre à ces gens âgés, voire très âgés, de rester chez elles, à leur domicile, tout en continuant à bénéficier d'une vie sociale, relationnelle, culturelle et avec un accompagnement adapté. Donc j'aime bien citer cette phrase qui, je trouve, résume bien l'intervention du service animation, c'est la santé n'est pas uniquement dans le soin, mais aussi dans le lien, dans la possibilité d'une inscription de soi dans le corps social. Donc ça, on peut tous très bien le comprendre, puisque la vie sociale est très importante, je pense, pour tout le monde. Donc c'est pouvoir rester chez soi en gardant tous ses repères, tant ses repères matériels que ses repères de voisinage, que ses amis, tout en continuant à vivre une vie sociale adaptée à ses besoins, ses envies, ses goûts. Donc j'insiste sur l'accompagnement adapté. Ces personnes que j'accompagnais étaient fragilisées par des deuils. Ça pouvait être la perte du conjoint, des amis, des voisins, un enfant, voire des enfants. Ça pouvait être des problèmes qui avaient entamé l'autonomie, comme des maladies neurologiques, des personnes en début d'Alzheimer, des problèmes de santé autres, des chutes, donc une fragilité tant physique que psycho-émotionnelle, la perte de la conduite automobile aussi, qui est une perte du rôle social très, très importante et vécue très douloureusement. Un déménagement aussi parfois pour des gens qui rejoignaient leurs enfants, donc une perte. D'accord. Et même si la famille est présente, soutenante, même s'il y a des gens qui interviennent à domicile, comme un kiné, un infirmier, une aide à domicile, parfois la personne, comme disait M. Dagnon, a besoin de plus, de sortir vers l'extérieur, d'éviter de se replier sur soi et de continuer à générer de la peur. Parfois, je voyais vraiment les gens avaient besoin que je les rencontre plusieurs fois avant de vraiment pouvoir créer cette relation de confiance par rapport à vraiment des freins psycho-émotionnels qui étaient importants. Donc la personne elle a besoin d'être soutenue physiquement, psycho-émotionnellement, socialement, pour garder cette estime d'elle-même très précieuse, la confiance en elle-même et en ses capacités, et être accompagnée pour aller vers l'extérieur. Parce que c'est vrai que le problème crucial aussi, c'était le déplacement. Quand une personne a des problèmes de mobilité, quand la personne n'a plus de voiture, quand elle a peur de déranger, comment on fait pour aller voir les autres? Comment on fait? Donc, j'associais la personne aux diverses animations dès le début. Je favorisais évidemment la communication, son expression. Je vais vous donner après des exemples de sorties animation. Beaucoup d'écoute, donc ça, de visu, mais aussi au téléphone. Je passais beaucoup de temps au téléphone à écouter les gens aussi, à les rassurer, à rire avec eux. Et en reconnaissant et en lui parlant de ses potentiels, hein, parce que c'est vrai que vous le savez, je pense tous, c'est que une personne, que ce soit un enfant, une personne âgée, on a tendance à se conformer à ce que dit l'entourage. En plus, la société dit que la personne âgée, ça coûte cher, la personne âgée, c'est que des déficits, des pertes d'autonomie, des manques. Et bien, voilà, déjà que c'est compliqué la vie, donc moi je pars du potentiel de la personne et de tout ce qui reste, et il y en a beaucoup chez les personnes, même si effectivement il y a des diminutions à certains niveaux.
Et ça, c'est important pour la confiance et l'estime. Et donc, beaucoup d'humour, évidemment, et beaucoup d'allant pour solliciter ces personnes-là. Et puis, c'est super riche, quoi. Donc, tout ça, ça participe à conserver l'autonomie de la personne. C'était un des premiers objectifs de mon poste, en faisant appel à ses ressources. Donc, tant ses ressources sensorielles, physiques, relationnelles, cognitives, émotionnelles. Voilà, tout ça, ça constitue un être humain. Et ben, c'est juste la suite de la vie. Quand on est âgé à domicile, même si on a des grosses difficultés, c'est juste la suite de la vie. Et ensemble, alors on peut avancer vers une détente, un mieux-être global, par des activités et des sorties où la confiance, elle est au cœur, évidemment. Le plaisir aussi d'être et de faire ensemble, à travers des activités, et le partage. Voilà, c'est les mots-clés que je voulais citer. Et quelques exemples de sorties animation, sachant que sur presque 11 années, ça a été très très varié, et heureusement. Avec des partenaires, évidemment, les familles en tout premier lieu, les aides à domicile, les associations locales, les CCAS, les établissements, les EHPAD, MARPA, les services d'animation de ces établissements. Alors ça pouvait consister en des repas partagés. Voilà, on allait dans une crêperie, un restaurant ensemble. Ça, c'était très sollicité par les gens parce que tous ces gens, la plupart d'entre eux étaient seuls à domicile. Donc le repas seul, c'est très compliqué. Pour garder le plaisir et puis le goût de manger, tout simplement. Des sorties cinéma, des ateliers d'expression créative, des chansons, de la musique, des promenades, ici ou ailleurs, donc des choses simples, en fonction de la météo, des gens qui étaient avec moi, de ce qui se passait sur le territoire, des spectacles. En gros, la participation à ce qui fait toujours la vie culturelle et sociale d'un territoire, avec des collaborations évidemment et des partenariats très très précieux. On faisait aussi des choses avec les enfants, donc par exemple des ateliers jeux, des ateliers créatifs ou des goûters intergénérationnels. Donc là, il y avait des jolis moments, des choses qui se passaient. Enfin, c'est vrai que j'ai fait pour, pas pour toutes les personnes, mais pour différentes personnes de l'accompagnement à la fin de vie. C'est vrai, je ne le savais pas forcément. Mais pour les derniers mois, voire les dernières semaines de vie, oui, effectivement, on a fait des sorties avant que la personne décède d'un infarctus ou d'une maladie plus lente. Je voulais parler surtout de deux accompagnements, surtout d'une dame, parce que j'ai effectué cette dame ce que j'appelle l'accompagnement jusqu'au bout. C'est-à-dire une dame donc, qui avait fait plusieurs AVC quand je l'ai accompagnée pendant 6 années. Et elle a repris beaucoup de confiance en elle. Et elle s'était découvert un talent pour la peinture. Et elle était vraiment très douée. À 83 ans, c'était superbe. Et voilà, je l'emmenais régulièrement à des ateliers. Et cette dame, elle est décédée. Je pensais aller faire un goûter au bout de ces 6 années avec elle, c'était prévu. Et puis voilà, elle a fait un infarctus et elle est décédée. Du coup, beaucoup d'émotions évidemment, des amis qu'elle s'était faites par le biais du service animation. Et du coup, on en a discuté avec ses amis. Je les ai accompagnés déjà au funérarium, chose qui n'est pas forcément évidente. Et du coup, après, nous avons discuté aussi et je les ai emmenés aux obsèques. C'était très fort et j'ai ressenti vraiment cet accompagnement comme un aboutissement, voilà, de l'accompagnement. C'était puissant. Ce qui a été aussi très, très fort, c'est que le prêtre a dit que les dernières années de sa vie étaient consacrées à sa famille et au réseau amical
et sociale de l'animation de réseau santé. Donc c'était très, très fort en émotion. Voilà. Je voulais vous dire aussi à quel point cet accompagnement, j'ai pris conscience, grâce à cet accompagnement, à ce moment-là, à quel point ces partages, ces discussions dans la voiture ou ailleurs, et avec les autres personnes, ces exercices de prévention des chutes, c'était une dame qui avait participé beaucoup à des exercices de prévention des chutes, ces amitiés nées au sein de Réseau Santé, les rires partagés, aussi les difficultés rencontrées, échangées, avaient une importance considérable dans sa vie. J'ai vraiment pris conscience à ce moment-là. Et pour moi, je voulais aussi vous partager à quel point ces presque 11 ans m'ont enrichi, m'ont transformé en profondeur. Mon rapport au vieillissement, bien évidemment, au handicap, mon rapport à la vie, mon rapport à la mort, tout simplement. Et voilà, je pense que ça m'a transformée, je suis plus sereine par rapport à mon propre vieillissement. Je suis toujours traversée par de grandes émotions et ça a été le cas pendant toutes ces années, ça continuera. Ça fait la richesse d'un être humain aussi. Et j'ai une très profonde gratitude pour toutes les personnes rencontrées et toutes les personnes à rencontrer. Voilà. Je voulais juste finir sur une phrase qui rebondit un petit peu sur celle qu'a formulée Eric Fiat hier. C'est une phrase de Thich Nhat Hanh, qui est le moine vietnamien qui a fondé le village des Pruniers dans le sud. Et il dit « Puisque vous êtes en vie, tout est possible. » Merci. Sur le domicile, nous allons enchaîner sur un établissement EHPAD où il y a un partenariat très récent et je pense exemplaire entre la direction, le personnel et l'association Jalmave. Dominique, tu as la parole. Oui, je vous regardais là, parce que quand on est ici, on a une autre vue que quand on est avec vous. Et il y a quand même beaucoup de femmes, et beaucoup plus que d'hommes. Et je me demandais par rapport à ce qu'on se disait hier, si vous n'aviez pas un cœur, vous mesdames, aviez-vous simplement une pompe? C'était la réflexion que je me faisais. Mesdames et messieurs, à la demande des organisateurs, je m'exprime dans votre congrès au titre d'administrateur de LBA Les Bruyères, dont fait partie la résidence des Hermines de Lanester. Je préfère vous dire tout de suite que je suis atteint de la maladie de Parkinson depuis 20 ans. Et à ce titre, je suis très sensible aux émotions. Et être avec vous, c'est une émotion, donc il se peut que mon propos ne soit pas tout à fait top. Je vous demande de bien vouloir me pardonner pour ça. Alors, j'interviens aussi en place et lieu de Madame Bendao, qui aurait dû être avec vous aujourd'hui, qui n'a pas pu être là. Elle m'a demandé de préparer l'intervention. Je vous ai dit que c'était pas si simple que ça pour moi, mais voilà, quoi. Et donc, on en a parlé vendredi, et elle me disait que si c'était elle qui l'avait faite, elle aurait sans doute pas bâti de la même manière. Bah oui, mais j'ai envie de dire, vous allez faire avec, quoi. Alors, tout d'abord, je vous ferai part un petit peu comment s'est déroulée notre action avec le Jalmave, et puis je vous dirai ensuite mon avis sur l'utilité d'une telle démarche. Alors, en préambule, LBA Les Bruyères, c'est une association de loi de 1901, fondée en 1994, qui comprend 3 résidences d'autonomie, 18 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et 2 résidences d'appartements adaptés. On est à peu près de l'est jusqu'à l'ouest et le plus au sud, c'est Lyon. Un état des lieux rapide sur les Hermines, le GIR moyen pondéré est de 744, la moyenne d'âge est de 88 ans, il y a 57 femmes et 12 hommes. Cet établissement compte dans 69 logements, il relève du médico-social et non du soin. J'insiste là-dessus. L'EHPAD relevant de l'aide sociale
Les dotations de fonctionnement viennent des autorités de tutelle, à savoir l'Agence régionale de santé et le département. Nous n'avons donc pas la maîtrise de notre prix de journée. Ce n'est pas anodin de préciser que l'EHPAD Les Hermines est un établissement de vie, où les personnes âgées sont respectées en tant que telles, où elles vivent. Bien sûr, il y a plusieurs personnes normées GIR 1 ou GIR 2, et alors ce sont des êtres humains avec une particularité, quelquefois, leur cerveau est malade. Mais qui peut dire exactement ce que ressent une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer? Et il m'arrive dans l'établissement, quand je vais faire un petit tour, d'entendre quelquefois des personnels parler de la dame ou du monsieur au-dessus duquel elles sont, à la troisième personne du singulier. Et je trouve ça terrible, quoi. Je trouve ça vraiment terrible. Et ça, c'est vraiment le genre de choses qu'il faut éviter de faire, parce qu'on n'en sait rien de ce qui se passe dans leur cerveau. Et j'aimerais pas qu'on parle de moi à la troisième personne du singulier. Ça m'est arrivé à Carpape une fois, et j'avais oublié de te dire, j'avais été obligé de dire, je m'appelle je m'appelle pas il. Alors, la mort est partout admise comme un départ, un passage d'un monde courant, connu, vers un autre monde inconnu, donc faisant peur. Mais lorsque nous nous trouvons dans un établissement où la moyenne d'âge est de 88 ans, on sait que tous ont une idée de ce mot « mort ». Tous ont vécu le décès d'enfants, le décès d'une épouse, le décès d'amis. La mort des autres est perçue, hormis celle des enfants, comme une fatalité dure, certes, mais une fatalité. C'est vrai pour les autres. Lorsque le moment arrive pour soi, c'est parfois la peur, voire la panique qui se manifeste. La fin de vie est toujours douloureuse, aussi pour la famille, bien sûr, mais également pour le personnel, tout le personnel de la résidence, puisque quelquefois la relation aura duré plus de 10 ans. Et en 10 ans se créent des relations fortes allant bien au-delà d'un échange de type professionnel. Dit autrement, un décès affecte tout le monde dans une résidence. C'est la raison pour laquelle, il y a 5 ans environ, aux Hermines, un groupe de travail avait réfléchi sur comment va-t-on vivre la mort dans la résidence. Je résume les conclusions ainsi. Le groupe avait préconisé que les décès ne devaient pas être cachés. Quand j'arrivais comme administrateur, quand quelqu'un mourait, on ne disait pas. Le groupe avait préconisé donc ne devait pas être caché. Au contraire, aussi dans l'entrée dans l'établissement est posée une photo du mort avec un petit vase, une rose dedans, et puis sur lequel on écrit les cérémonies qui sont prévues pour la personne décédée. Le jour de l'enterrement, une cérémonie de au revoir est pratiquée. Elle permet une dernière rencontre avec le défunt en présence de la famille et des personnels. Les professionnels des Hermines ne peuvent pas répondre totalement aux demandes des résidents, de leur famille pour ce qui concerne la mort, une réalité pour un EHPAD qui garde ses occupants jusqu'au bout. Il convenait donc, pour amoindrir les difficultés liées à la mort, de s'adresser à une association connaissant bien ces problèmes et surtout de pouvoir en amont, prendre le temps de discuter des problèmes posés par la vieillesse, par l'adaptation à la vie en EHPAD, où chacun sait qu'il s'agit de son dernier logement, de ses derniers repas, de ses dernières joies, de ses dernières peines ou souffrances. Toutes ces questions difficiles à appréhender en 5 ou 10 minutes avec le personnel, de plus les anciens préfèrent parfois parler de ces questions à une inconnue ou à un inconnu. Ainsi est venue l'idée de Solité Jalmal, mouvement dont c'est la mission, où des moyens existent et où les bénévoles bénéficient du luxe du temps, puisqu'évidemment, elles ne sont pas assujetties à la productivité, et fort heureusement. Le luxe du temps, c'est quelque chose de remarquable. Les formations que vous avez reçues sont sérieuses et bien faites. Nous ne pouvions donc avoir un a priori favorable. Mais un a priori ne suffit pas lorsqu'il s'agit d'intervenir sur des anciens fragilisés par leur âge, les maladies, le temps. Partons du principe que nous formons aux Hermines et plus généralement aux Bruyères une mini-société organisée sous un même toit, il est naturel que vos bénévoles soient intégrés à l'équipe et s'engagent dans cette dynamique de coopération pour mieux vivre ensemble. Cette coopération, nous l'entendons entre les résidents, les familles, les salariés, les bénévoles et les administrateurs. C'était, et cela reste et restera notre exigence, entre vous et nous par l'intermédiaire d'une convention, la coopération est actée, formalisée, contractualisée. À notre demande,
Votre association a d'abord réalisé 3 présentations de Jalmal sur 3 jours distincts et à des moments différents, au déjeuner, au goûter, un soir. On s'est donc donné les moyens de toucher large chez les résidents, les familles et les personnels qui venaient sur volontariat, bien sûr. Puis, nous avons discuté votre convention type, point par point, avec Marie-Noëlle, afin de bien nous en imprégner pour bien pouvoir l'appliquer. Votre association, pour ce que j'en connais, c'est-à-dire sur ce territoire, est remarquablement efficace. Et je remercie vraiment Joëlle Tonnerre, qui est bénévole affectée sur l'établissement, avec son accord, et elle nous consacre une demi-journée par semaine le lundi après-midi. La convention est respectée, et notamment, nous avons, pour ce qui nous concerne, respecté l'article 2 de la convention, en préparant le personnel, les résidents, les familles à votre intervention. Vous avez respecté l'article 3 concernant le respect des résidents. Votre bénévole intervient sur demande de la directrice ou de l'infirmière coordonnatrice, voire des équipes. Un suivi poursuit ces actions. C'est parfois long, plusieurs semaines, parfois non. L'adaptation du bénévole est essentielle, ainsi que son sens de l'écoute active. J'ai lu vos petits bouquins verts, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vraiment, c'est quelque chose, ça. C'est vraiment bien fait. Donc, merci. Je souhaite que cette collaboration se poursuive et que la deuxième bénévole prévue pour intervenir avec Joëlle puisse se libérer rapidement. Ça fait que quelques mois qu'on attend. Si je devais préciser les mots importants de cet exposé, je dirais connaissance du terrain, puisque le personnel de l'établissement est prêt à vous aider à connaître les résidents. Complémentarité entre les personnels de l'EHPAD et les bénévoles de Jalmal. Respect des personnes, coopération, confiance. Je vous remercie pour votre patience. Attention. Je pense que c'était intéressant d'avoir la position d'un administrateur, parce que ça permet d'ouvrir encore le champ des réflexions. Et Marie-Noëlle, toi, tu voulais compléter en tant que bénévole régionale de l'époque, coordinatrice, oh là là, de l'antenne de où? Lorient-Quimperlé. Donc, explique-nous qu'est-ce que tu trouves d'exemplaire dans ce partenariat et qu'est-ce qui pourrait en être regardé peut-être pour d'autres EHPAD où vous intervenez au niveau de la main. Merci déjà à vous tous d'être là pour cette table ronde, donc, qui a été composée avec soin, avec les approches différentes. Alors du coup, c'est en tant que mon bénévole Jalmal 56, vous avez reconnu le petit foulard, je fais partie de l'équipe, accompagnante et représentante des usagers, responsable des représentants des usagers également à Jalmal 56. Je suis également membre du conseil d'administration et co-responsable de la formation des bénévoles pour le Jalmal 56. Et depuis le 1er mars 2019, coordinatrice de l'antenne Jalmal 56 de Lorient-Quimperlé, une fonction assumée pendant 8 ans, avec patience, et je passe le relais à Hugo qui est présent. Merci à lui d'être arrivé. Donc je suis aussi, donc voilà, je présente ça de façon un peu longue parce que c'est à ce titre-là que je vais parler effectivement et prendre la parole à la suite de Dominique. Donc je suis accompagnante à domicile dans le cadre de conventions qui ont été signées avec l'hospitalisation à domicile du territoire. Le directeur était là hier, présent à la soirée grand public, et il connaissait bien Régis Aubry. Il a eu plaisir à le rencontrer, à échanger avec lui. Avec aussi, avant sa disparition, au profit des plateformes territoriales d'appui à la coordination, conformément aux propos de Philippe Dagnon tout à l'heure, ce qui était le réseau de gérontologie Oncorian, effectivement, le réseau gérontologie de Port-Louis et le réseau Oncorian aussi. Là, nous n'avions pas de convention avec ce réseau et j'ai un petit peu de mal ou de peine, je ne sais pas comment le dire, mais à entendre Philippe tout à l'heure avoir dit que c'était un échec. Alors je pense que non, c'est surtout pas un échec, d'autant que maintenant vous êtes administrateur aussi à la plateforme territoriale d'appui à la coordination et qu'on espère bien que ce qui a été initié
il y a déjà 30 ans sur ce canton de Port-Louis, sur une petite unité, pourra être étendue quand même, et c'est une expérience dont pourra profiter peut-être la plateforme territoriale d'appui. En même temps, c'est difficile puisqu'on sait très bien que ce sont des plateformes de coordination justement et qui ne sont pas forcément effecteurs. Mais, bon, on ne sait jamais. Voilà, et le réseau Oncorian est dans la même ligne. On avait une convention, l'association Jalmal 56 avait une convention avec le réseau Oncorian et qui était un réseau d'accompagnement des malades atteints du cancer très très efficace, avec une association Isaïe qui s'était mise en place également pour tous les soins de support. Donc tout ça effectivement va dans la plateforme territoriale d'appui, Cap Autonomie Santé, comme ça a été dit tout à l'heure, avec, bon, peut-être effectivement toutes les compétences qui arrivent quand même, mais avec des changements, c'est quand même des changements de poste, des changements de métier parfois aussi. Chez la convention, on a aussi une convention pour le domicile avec un SIAD. Et il existe aussi, alors il y en a un que je nommerai volontiers, des contrats personnels Jalmal 56 avec des personnes accompagnées qui en ont fait la demande. Je suis également donc représentante des usagers en commission des usagers de plusieurs établissements sur 2 antennes, donc Jalmal, Lorient-Quimperlé, je viens de le dire, mais il y en a une aussi qui fait rêver. Je vais jusqu'à Belle-Île-en-Mer. L'évocation, c'est juste pour faire un petit peu rêver, mais j'entends que ça le fait. Et salut aussi s'il y a des Belle-Îlois dans la salle, j'en suis pas sûre. Et je suis aussi représentante des usagers en conseil de surveillance d'un groupement hospitalier de territoire. Et là, le territoire, le groupement est même plus que ça, puisque ça a été une fusion. En comité local d'éthique et autres commissions, dans la commission d'activité libérale, en conseil territorial de santé, en CDU aussi à la Chalet, alors on a échangé un collègue, en conseil territorial de santé, je siège comme titulaire en plénière, en bureau de l'instance, et je suis aussi présidente de la commission de soutien à l'expression des usagers de cette même instance, puisque depuis les CTS, il y a 2 commissions, la commission de soutien à l'expression des usagers, nous on l'a baptisée comme ça, et puis la commission santé mentale. Donc voilà, c'est effectivement, ça fait beaucoup, je suis d'accord. Voilà. Alors être à ses côtés ce matin et prendre la parole après Dominique pour ce moment d'échange est tout un plaisir et un honneur aussi à plus d'un titre. C'est une personne que j'apprécie. Nous nous étions rencontrés il y a déjà plusieurs années dans le cadre de l'association qu'il a aussi fondée sur le territoire, le pôle neurologique, en assistant, voilà, comme avec la fonction de coordination aux assemblées générales des associations partenaires et amis. Voilà, et aussi, donc il l'a dit, administrateur d'un EHPAD, établissement de vie, a dit Dominique. Et je rajouterais même, où il fait bon vivre, bon vieillir aussi, il semblerait. C'est une personne, donc, il a présenté le lieu. En effet, le lieu est accueillant, les logements sont agréables et très investis par chaque résident, tout comme les espaces communs mis à disposition des familles qui rendent visite à leurs proches et peuvent fêter anniversaires et autres événements, un peu comme à la maison. Et j'ai pu le constater lors d'une visite. Et pour le groupe LBA, qui administre ces établissements dont a parlé Dominique tout à l'heure, domine des valeurs et une éthique bien évidente et quotidiennement portée par la gouvernance des Hermines. Je reprends les quelques propos justement qui définissent un petit peu ces valeurs et cette éthique. Il y a 3 mots forts qui sont écrits en rouge quand on va sur le site de LBA. Personnalisation, respect, écoute. Ça nous convient. Le rôle de tous les salariés LBA consiste avant tout à faire en sorte que chaque résident reste lui-même à son propre regard et au regard des autres, qu'il soit considéré comme un être humain à part entière, soutenu dans ses capacités à exprimer ses avis, ses envies, ses attentes et à pouvoir participer à ses choix de vie. Pour LBA, vieillir, c'est encore et toujours continuer à se construire, à évoluer et à surtout vivre. Chaque membre des équipes LBA interagit pour une finalité essentielle, contribue au mieux-être de chacun des résidents. Ainsi se révèle la dignité de la personne âgée, même en situation de fragilité. Préserver la personnalité des résidents et la faire respecter, voilà l'une de nos missions prioritaires. En bref, après la première visite,
non pas que je ne veuille pas, comme nombre d'entre nous tous, vieillir chez moi et si possible jusqu'à ma mort, j'étais toute prête à laisser un dossier pour réserver une place pour le moment où éventuellement mon domicile, pas parfaitement accessible dans l'état, ne soit plus adéquate. Le plus tard possible, évidemment, comme nous tous. Ma fonction de coordinatrice conduit donc, la fonction de coordinatrice, on est sûrement nombreuses là, conduit à répondre aux demandes de conventionnement faites par les établissements. Aussi, en réponse à la demande faite par la directrice de cet EHPAD, la première rencontre, la visite de l'établissement et les échanges avec elle et la cadre de santé ont immédiatement été séduisantes. La signature de la convention avec cet EHPAD, la toute dernière de mon long mandat de 8 années de coordination, que j'ai eu l'opportunité de négocier, l'a été dans un protocole à retenir, voire peut-être, me semble-t-il, à modéliser. La demande, voire l'exigence de la directrice, Dominique l'a évoqué là tout à l'heure, était que tous les acteurs de l'établissement aient le même niveau d'information par rapport à ce qu'était Jalmal, ses valeurs, ses missions et le rôle des accompagnants bénévoles, et que tous ces acteurs puissent donner leur avis. Donc ainsi, à chaque séance, après la présentation, à l'invitation de la directrice, les participants qu'ils souhaitaient, résidents, familles et soignants, ont pu poser des questions et réagir. Les résidents se sont globalement peu exprimés en grands groupes, mais ils ont parfois été beaucoup plus diserts individuellement en toute fin de séance lorsque je me suis rapprochée d'eux. Les familles ont posé des questions et souvent fait un bon accueil à cette future collaboration. Les soignants également ont été favorables à cette future coopération, tout en ne manquant pas d'exprimer très pertinemment, avec une pointe d'amertume, mais beaucoup de délicatesse, que cet accompagnement d'écoute dont il est question dans notre association fait aussi partie de leur fonction et de ce qu'ils ont appris en formation. Mais c'est parfois en regard de la charge de travail et la demande de certains résidents, le temps qui leur manque pour le faire. La convention, donc, dans ses excellentes conditions d'interconnaissance des partenaires et de négociation, a donc été signée avant même que des bénévoles puissent intervenir. Pas immédiatement disponible, Dominique tout à l'heure l'a dit, les affectations étaient conditionnées au retour prévu de bénévoles en pause et à la fin de la formation initiale pour la promotion en cours. Mais déjà tous très intéressés par l'accueil réservé, dont je l'ai expliqué en réunion de coordination. La présentation des bénévoles a également été exemplaire. Un après-midi autour du goûter des résidents avec rencontre des résidents, des familles présentes, des soignants et la présentation et la visite de la résidence. Et depuis septembre 2018, l'excellence du partenariat mis en place ne se dément pas. Joëlle, accompagnante bénévole que Dominique a évoquée tout à l'heure, je ne sais pas où elle n'a pas voulu prendre la parole. Je lui avais demandé pourtant. L'excellence du partenariat mis en place ne se dément pas. Et Dominique l'a dit, il a rencontré Joëlle aussi pour construire son propos. Elle est dans la salle aujourd'hui et je ne pense pas qu'elle démente non plus. Elle fait partie de l'équipe, on l'a bien vu. Alors très vite, à côté de la position personnelle que je donnais tout à l'heure en disant je vais bien laisser mon dossier d'attente, des fois là, quand même, au cas où, et Thérèse Bendao, déjà la directrice, donc qui n'a pas pu venir aujourd'hui pour des obligations familiales, donc elle m'a demandé, tiens, j'ai toujours pas reçu ton dossier. Mais très vite, à côté de mon dossier que j'aurais bien déposé, je me suis dit aussi en tant que coordinatrice, cette fois, il pleut toujours où c'est mouillé. C'est-à-dire ce lieu de vie où les personnes âgées sont déjà respectées, conformément aux valeurs qui prédominent, des bénévoles sont en plus sollicités, sont en plus très bien reconnus et très accueillis, et fatalement, ils ont très envie d'y aller. Et c'est pas partout. Voilà, maintenant, je change de casquette, c'est mon rôle d'accompagnante bénévole à domicile. J'aurais envie de souligner là le manque de bénévoles en général, ça on le sait tous, le manque de ressources humaines pour répondre à tous les besoins, à toutes les demandes qui nous sont formulées, le manque de bénévoles investis pour ce type d'accompagnement à domicile aussi. Or, la demande des personnes âgées de pouvoir rester chez elles le plus longtemps possible, on en a entendu parler hier déjà, quoique il faut se poser la question quand les sondages sont faits, à qui on s'adresse quand on le fait. Moi aujourd'hui je dis non, je vais rester chez moi effectivement, mais je vais bien. Et en l'état actuel, les moyens manquent pour y répondre, les aidants naturels s'épuisent. Alors nous, associations, c'est la question que je posais, sommes-nous prêts pour relever ce défi de l'accompagnement au domicile des personnes âgées seules et vulnérables qui vont être de plus en plus nombreuses dans les années à venir? N'y a-t-il pas nécessité à anticiper et s'y préparer très vite? Identifier les freins des bénévoles pour l'accompagnement à domicile, et même pour tout le bénévolat actuellement sans doute,
Et dans la suite des journées d'Antibes, qui étaient sur le domicile, donc, et dans l'avenir des projets de la Fédération, dont il sera question ce soir, je crois, et demain en Assemblée Générale, recruter des bénévoles, les mobiliser. Il y a, constate Anne Delatour, présidente de la SFAP, Société Française de Soins Palliatifs, moins d'adhérents à la SFAP qu'à la DMD. Donc recruter et former, avec une remarque. Alors ça oui, je vais juste me permettre, la commande que nous avions faite, la réaction de M. Scherrer, merci, en tout cas tout à l'heure, la commande que nous avions faite à M. Caudron était bien, tel que le titre l'indiquait, un agitateur d'idées, et on souhaitait qu'il y ait un panorama qui soit fait. Donc, ce n'était pas sa conclusion, mais les propos ont terminé effectivement son exposé, mais c'était voilà, c'était un peu voulu parce que c'est quelque chose qui existe et auquel on est tous confrontés à un moment ou à un autre, de toute façon, que d'échanger avec cette autre, voilà, cette autre approche. Des années, on a fait des choix. Pas de réponse. Mais c'est clair, absolument. Mais c'est bien clair. Ce choix-là, moi je m'en vais. C'est pas ça qui m'intéresse. Restez, s'il vous plaît. Merci. C'est central. Tout à fait. Mais c'est bien ce qu'on souhaite et c'est bien pour ça qu'on le réaffirme, même en exposant ce qui existe ailleurs. On le réaffirme. La diversité, à un moment, il faut l'arrêter. Ok, merci. Alors, recruter et former, je reprends aussi, voire avec une mise en garde évoquée par Tanguy Châtel lors de son intervention intitulée « Recrutement et engagement des bénévoles pour la Journée mondiale des soins palliatifs » le 12 octobre dernier à Paris, à propos des exigences de savoir-être, de savoir-faire et de connaissances pour les bénévoles des associations d'accompagnement pour la mission d'accompagnement. Tanguy Châtel dit « Le bénévolat est pensé de manière élitiste et professionnelle. Il y a encore, dit-il, privilège de la sécurité au détriment de la créativité. Ne pas se priver de s'assouplir, a-t-il rajouté, et réorganisons nos cadres de pensée. On a des besoins nouveaux, il faut réintroduire une grande flexibilité au risque de la sécurité peut-être. Le bénévolat doit changer, les associations doivent changer, les fédérations doivent changer. Pour cela, revenir à nos fondamentaux, à nos motivations premières, voir les pionniers avec la révolte et l'élan initial. Le mouvement s'est structuré, formalisé, c'est important certes, mais il s'est aussi professionnalisé plus. Et la formation est parfois devenue lourde et longue, n'est-ce pas un des freins aussi au recrutement parfois. Voilà, et il est important aussi de mettre en place, ce sont des questions, et c'était là les propos de Tanguy Châtel. Je suis aussi co-responsable de la commission formation et je sais aussi l'activité que ça peut être aussi, que de recruter et de former. Mettre en place des partenariats aussi pour ne pas être seul et toujours se mutualiser. Et je pense que ce qu'évoquait aussi Isabelle aussi, pour penser à des types de partenariats et ce qui se disait ce matin aussi. Et dans la mission de représentation des usagers, la dernière casquette que je vais prendre, celle-ci n'a pas obligatoirement une place dans le médico-social. Les représentants des usagers, des bénévoles, des associations agréées par le ministère et adhérents à France Asso Santé, dont la Fédération Jalmal depuis le premier arrêté de mars 2007, renouvelé en 2012 puis de nouveau en 2017 pour 5 ans, ne siègent pas dans les CVS, Conseil de la vie sociale des établissements médico-sociaux. Ils ne participent donc pas au traitement des plaintes et réclamations des résidents, ni à l'élaboration des projets d'établissement, ni autres actions en partenariat avec les soignants, comme dans le secteur sanitaire. N'appartiendrait-il pas là, aux côtés de France Asso Santé qui le sollicite, la place de la Fédération pour faire que la loi évolue pour une représentation légale des représentants des usagers dans les CVS? C'est une question. En effet, ces instances, AOS Hermine, le Conseil de la vie sociale, ont bien des difficultés à fonctionner, faute de volontaires, pour y siéger, parmi les résidents et les représentants des familles, lesquels, à la mort de leurs proches, se désengagent très vite. Et ça, c'est un témoignage d'un directeur d'EHPAD qui fait partie de la commission du Conseil territorial de santé dans laquelle je siège, dont je vous parlais, et la commission de soutien à l'expression des usagers. Ce directeur d'EHPAD est là à dire que c'est un véritable challenge que de faire fonctionner ces CVS, parce que d'une fois à l'autre, la composition n'est plus la même, il faut repartir, il faut expliquer. Si bien que,
comme présidente de cette commission-là, et c'est ce qui a été proposé, acté, mais qui n'est pas encore complètement mis en place, en attendant une éventuelle évolution de la loi, la commission de soutien à l'expression des usagers du territoire donc dans lequel j'évoque, ce territoire breton, où nous sommes, vient de proposer que des représentants des usagers territoriaux s'investissent dans les EHPAD qui le souhaiteraient, et c'est à eux, dit-on, enfin on a dit en conseil territorial, en plénière du conseil territorial de santé, à eux d'en faire la demande. Voilà. Merci Marie-Noël. Alors, dernière intervenante du panel, Françoise Bosquet, vous avez été il y a longtemps directrice d'EHPAD, mais aujourd'hui vous intervenez à l'aide d'une méthode de communication qui peut permettre peut-être d'échanger avec les personnes désorientées, et peut-être que ça peut aider aussi les écoutants de Jeanne. Merci. Yana, je garde celui-là. Bonjour à tous, merci de m'avoir réinvité puisque je suis déjà venue sur une intervention. Ça va comme ça, c'est bon? Je suis déjà venue sur une intervention à Lorient pour aider à former les personnels. Et là, cette fois-ci, un petit quart d'heure, donc ça va être un petit peu compliqué pour moi. Donc préparez vos cartons, et puis si je m'égare et je sors du sujet, parce que de temps en temps je m'enflamme, préparez un carton noir, un truc un peu différent pour que je sache. Alors, d'où je parle, qui je suis? Oui, une ancienne directrice de maison de retraite, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 2 ans, que j'ai quitté ce poste, que j'ai occupé dans différents lieux pendant 12 ans. J'étais partie, comme vous, docteur, pour m'occuper des tout-petits. Je voulais être avec Françoise Toto, Brazelton, qui avaient écrit des choses magnifiques. Je voulais collaborer à faire en sorte que le bébé soit une personne, qu'il soit accompagné dans la vie. Et puis finalement, j'ai fini directrice d'EHPAD. Entre-temps, j'ai fait un passage par l'édition de jeunesse et j'ai découvert ce qu'était l'image, l'illustration. Donc merci monsieur de nous montrer que par une image, on peut en dire tout autant qu'avec des mots, et que même quand on n'a plus les mots, on peut encore s'exprimer. Là, je me rapproche de notre sujet. Quand je suis devenue directrice d'EHPAD, au moment où d'autres pensent pratiquement à envisager leur retraite, j'ai travaillé pour une association. J'avais pris la porte d'entrée, je redeviens infirmière, je suis infirmière coordinatrice, donc j'ai vraiment eu un poste d'observation assez intéressant à cet égard. Et je me suis dit que quand on était cadre, le job c'était d'être quelqu'un qui soit un facilitateur, un soutien, un vigile aussi, par rapport à un fait social, à une politique. Et j'ai pas été déçue. Donc, vous me demandez, Monsieur Caudron, d'apporter un savoir-être réfléchi, un témoignage dans cet ordre-là. Être directrice d'EHPAD à 50 ans, on vous demande de faire un master 2. Et moi, j'ai fait un master d'éthique. Et j'ai choisi de réfléchir sur le consentement des personnes âgées à rentrer en EHPAD. Autant dire que, je ne vais pas vous exposer le mémoire ici, mais vous voyez tout de suite ce dont je veux parler. Hein. On les compte sur les doigts de la main, hein, les gens qui vous disent « vous prennent une place ». Sauf dans le dernier poste que j'ai occupé, où il y avait à la fois un foyer logement, des logements indépendants, et puis un EHPAD de 90 places, et vous pouvez passer de l'un à l'autre. Et là, j'ai vu des personnes âgées qui, au départ, ne voulaient entendre parler de rien, partaient en ville sans surtout pas passer par la case accueil de l'EHPAD, et puis qui, au bout de quelques années, me disaient « quand vous aurez une place, vous penserez à moi hein ». Donc, une démarche volontaire. Et cette introduction un peu longue pour vous dire que je vais essayer de voir avec vous. Je m'adresse bien à des bénévoles qui sont pris en pince entre parfois des familles et puis des équipes soignantes, hein, vous l'avez très bien exposé. Et à cet égard, merci d'avoir parlé des EHPAD en termes positifs. En principe, on ne parle de nous que pour signaler qu'il y a eu un fait de maltraitance. Donc voilà.
Les aidants familiaux et les professionnels, ils sont submergés par le manque de temps, et les aidants familiaux, ils sont submergés par leurs émotions et par la fatigue, l'épuisement. Alors là, je fais un lien un peu bizarre, mais ce sera mon seul lien politique. Contrairement au général de Gaulle, je ne pense pas que la vieillesse soit un naufrage. Je pense que c'est le début de la fin, ça c'est vrai. Et que merci à Jeanne Mave d'avoir mis dans son projet, dans son intitulé, le mot mort. Parce qu'on n'en parle jamais en EHPAD. Les personnes vous apportent, et quand je dis vous apportent, c'est parfois pieds et mains liés à un parent, à un proche, avec un projet d'entrée en EHPAD. On ne parle pas de mourir, hein. On fait même un projet de vie. Donc voilà. Et puis on glisse dans une phrase ou dans un souffle qu'il y a parfois des petits troubles, qu'il va falloir faire attention à la mémoire. Ou alors on vous dépose carrément sur la table que c'est juste devenu impossible et qu'il faut faire quelque chose parce qu'on ne s'en sort plus à domicile. Et quand on arrive, moyenne d'âge d'entrée, je suis d'accord avec vous, 88 ans. Et puis, ce que j'appelle l'ascenseur pour le passé est déjà en route. Vous savez, ces gens qui naviguent entre le passé et le présent. Donc merci aussi aux comédiens de nous avoir montré cette réalité-là. J'espère que je vous donnerai... Bon, je vais le dire tout de suite, tiens, il y a une première sortie de route. Quand on travaille en validation, on échange avec les personnes. Et une de mes collègues, l'autre jour, a entendu un truc magnifique. Une dame avec qui elle parlait, et puis qui lui dit « Oh, je viens de passer un moment formidable avec ma mère et ma tante. » 88 ans, hein. La dame. Donc, voilà. Et puis, avant même que ma collègue ait eu le temps d'intervenir pour accompagner ça et poser des questions, elle lui dit « J'ai pas eu le courage de leur dire qu'elles étaient mortes. » C'est la réalité aussi de personnes désorientées. Et on peut passer des moments délicieux avec des gens qui ne sont plus là, nous le savons tous, fort heureusement. Mais la démence, c'est d'abord des troubles du comportement qui viennent effectivement écorner mon idéal d'une vieillesse pleine de sagesse, qui viennent contredire l'exemplarité de toute une vie que nos aînés ont menée, et du fait qu'ils aient pu être un exemple à suivre. Et puis qui viennent, il faut bien le dire, la démence vient contrevenir jusqu'aux règles sociales. On n'insulte pas ses voisins de table, quand on est en EHPAD, ça ne se fait pas. On n'importune pas ses enfants en leur téléphonant 25 fois par jour, y compris la nuit. On est prié de savoir reconnaître ses enfants et les nommer par leur prénom. Et on ne cherche pas ses parents à 92 ans, ça ne se fait pas. Et pourtant, ils font tout ça. Et pourtant, ils font tout ça, et tout ça nous interpelle d'autant plus que la personne en question, ça pourrait ou ça peut être ma propre mère, et puis un proche, et puis peut-être moi-même un jour. Donc là, il y a quelque chose qui vous touche au ventre et qui fait peur. Et puis vu sous cet angle, est-ce qu'il est possible, envisageable de maintenir une relation qui soit satisfaisante avec ces personnes déboussolées? Et quelle attitude adopter face à ces comportements qui me heurtent? Alors, épuisant, H24 répondent les familles et les proches qui partagent le domicile. Pratiquement impossible compte tenu du contexte, vous diront les professionnels. Tentant, diront les bénévoles, des petits frères de cours d'Jeanne Mave. Ils sont tentés par l'abnégation, par le don de soi et par le fait d'être des écoutants et par le besoin qu'ils constatent. Alors, pour être pragmatique, rapide, contextuel, on va essayer de définir la situation problème. Quels seraient les principes mis en cause qui feraient que cette démence, cette désorientation nous poserait autant de problèmes? C'est bien la dignité des personnes accueillies en EHPAD qui est en question. C'est bien la disponibilité, la présence insuffisante à laquelle on voudrait pallier. C'est vrai que qu'est-ce qu'on se doit entre époux, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on se doit dans la famille, qu'est-ce qu'on se doit dans la société? Quelles seraient les divergences de position sur la situation? Eh bien, effectivement, moi je vois là diverses positions d'autorité, et j'insiste sur le mot autorité. La famille, elle sait mieux qu'eux, parce qu'elle connaît depuis longtemps, mais elle culpabilise, elle est dans l'émotion.
Le corps médical, les médecins, ils flirtent avec les limites de leur savoir et de la science et ils avouent leur impuissance à guérir. Le curatif dans la vieillesse, qui n'est pas une maladie, est en échec, puisqu'on mourra tous un jour. Le curatif dans la désorientation, et là j'emploie le mot désorientation au lieu de démence, est en échec aussi, puisque c'est un accompagnement et c'est qu'on attend et non pas un traitement. La désorientation n'est pas une maladie, c'est un vieillissement normal, nous dit Naomi Feld. Alors, je vais m'en expliquer un petit peu plus loin. Et puis les soignants de terrain, les aides-soignants, les bénévoles, les accompagnants, on appelle soignants tous ceux qui prennent soin. Eh bien, ils agissent la plupart du temps individuellement, dans l'improvisation, avec grand cœur, mais en utilisant le fameux care, qui est quand même très mal défini. Alors, quelle finalité, quel agir commun? Peut-être déjà faire ce qu'on fait ici, discuter des enjeux et de la singularité du problème, mesurer les enjeux d'une coopération, pour que les personnes concernées, tous ceux qui prennent soin et qui entourent ces personnes vieillissantes, se sentent à l'aise dans leurs responsabilités respectives. Je crois que c'est important. Et puis, quels arguments faire émerger? Alors moi, ce que j'aimerais que vous entendiez ici, c'est l'effet attendu sur la qualité du soin et mieux répondre à ce que souhaite la personne âgée dépendante pour elle-même, parce qu'elle le sait, ou tout du moins répondre à ce à quoi elle s'oppose de toute la force de ses dernières énergies. Alors les pistes d'action, c'est Naomi Feld qui nous les donne. Les formations Naomi Feld, ça dure entre 5 jours et 5 ans, hein, donc je vais vous donner les principes. Hein. Le principe, Naomi Feld nous dit que la vieillesse serait l'ultime étape du développement de l'individu. Il y aurait bien un sens qui certes nous échappe, mais un sens certain aux agissements des personnes âgées, dépendantes, qui présentent des troubles du comportement. Et la première révolution, c'est que Naomi Feld nous dit ce ne sont pas des troubles du comportement, c'est pour ça que c'est une révolution, ce sont des comportements qui nous troublent. Vous aurez mesuré le chambardement, comme diraient les Canadiens. Hein. Il y a effectivement un transfert de perception et de responsabilité entre les causes et les effets de ces fameux comportements. Naomi Feld pose au passage que la personne âgée dépendante en état de crise de désorientation, c'est-à-dire pas tout le temps et pas sur tous les sujets, accueillerait en fait l'expression d'affects refoulés et procéderait ainsi au prix d'une altération de son rapport à la réalité, à une forme de réparation du passé. Et c'est pour ça que souvent, elles remuent dans leur tête, avec leurs mots, avec leurs gestes, des réelles préoccupations qui sont parfois lisibles pour les gens qui ont leur histoire de vie. Et à ce moment-là, effectivement, ces affects s'expriment de façon criante en termes de besoins. Je vous rappelle qu'un besoin, c'est irrépressible. Hein, c'est pas une envie, c'est pas un désir. Un besoin, on doit le satisfaire. Et la personne, elle les manifeste dans des moments de crise qui portent sur sa sécurité. Et avec la sécurité, il y a le besoin d'être reconnu, d'être identifié. Elle a besoin de se sentir en sécurité. Elle a besoin de se sentir encore utile et productive et d'être prise en considération pour cela. Elle a besoin d'exprimer ses émotions et que ces émotions soient entendues. Et à cet égard, les accompagnements classiques traditionnels sont juste inadaptés, voire contre-productifs. Le besoin de sécurité, est-ce que l'unité d'hébergement renforcée, est-ce que l'EHPAD est une réponse? C'est pourtant la réponse politique. De quel côté du mur la frontière vous rassure, nous dit Patricia Cass. La réponse médicale, ce sont les anxiolytiques, s'il y a de l'agitation, et on crie au secours et on a besoin de sortir. Et la réponse familiale, c'est pour ton bien, et on rappelle toutes les errances et les erreurs passées, tu sais bien, tu fais plus, et on rappelle toutes les pertes. Et on est effectivement en train de regarder non plus les capacités,
mais tout ce qui est parti. Alors le besoin d'être utile et productif, eh bien effectivement, alors les activités en EHPAD, tout le monde n'a pas un EHPAD comme celui que vous citez. Quand la personne demande à faire quelque chose, à être productif, soit on lui fait plier des serviettes, soit on lui demande de rester tranquille. Et puis la considération qui va derrière, elle est vraiment à minima, hein, il ne s'y trompe pas. Le besoin d'exprimer les émotions à quelqu'un qui dit « je veux mourir », on dit « dites pas de bêtises ». Elle a 97 ans, hein, celle qui dit ça. Hein. Si elle pleure, on lui dit qu'il ne faut pas pleurer. Si elle crie, on lui demande de se calmer. Et si besoin, on la calme. Alors, quand je vous parle des besoins, vous noterez que c'est toujours le besoin de l'accompagnant qui gagne. Alors que faire? Comment faire? Alors soyons cash, là j'ai plus beaucoup de temps. Commencez par l'introspection. Moi soignant, moi accompagnant, moi bénévole. Et regardons de plus près, c'est ce qu'on fait quand on forme, mes motivations, mes besoins, mes attentes, mes objectifs. Accepter d'être, alors superviser c'est peut-être un peu fort, mais d'être accompagné quand on se lance dans l'accompagnement non médicamenteux. Accepter de travailler la relation à l'autre avec l'autre et non pas pour l'autre, parce que ça amène avec tout ce que j'ai fait pour toi. Regarde ce que tu me fais. Gandhi nous dit, tout ce que tu fais pour moi, si tu ne le fais pas avec moi, tu le fais contre moi. Alors effectivement, la méthode de validation, c'est bien faire un pas dans le monde de l'autre sans chercher à infléchir sa route. Et puis ensuite, envisageons sérieusement de revisiter et de réviser notre vision de la normalité, la norme au sujet de l'autre qu'on dit dément, notre désir de vieillesse normée, dorée. Les vieux d'aujourd'hui inaugurent une génération nouvelle. Ce sont des pionniers du grand âge. Ce sont les premiers à aller en EHPAD. Faisons leur confiance. Il y a tant de vie en eux. Et Naomi Feld, elle décompose le terme de vieux en disant quand on est en joie, on est joyeux. Et quand on est vieux, on a de la vie en soi. Il y a de la vie en eux. Et faisons confiance à leurs ressources insoupçonnées pour résoudre sur le tard, en se battant parfois, les mutations sociales que le XXe siècle a produites. La méthode de Naomi Feld associe d'authentique et de créatif, qu'elle ose faire alliance avec le sujet lui-même désorienté et non pas dément. Dément, c'est sans esprit. Désorienté, c'est qui a perdu l'Est, qui est un peu à l'Ouest. Pour l'aider à réussir ce pari insensé, qui est de mourir en paix, réconcilié avec lui-même, dans un monde hostile à la mort. Naomi Feld rejoint en ça Paul Ricoeur, qui prétend que la sagesse pratique consiste à inventer des comportements justes, appropriés à la singularité des cas. Je ne doute pas que quand Jamel se sera saisi de tous ces outils, vous pourrez tous être des relais singuliers et remarquables de cette méthode d'accompagnement, de soutien auprès des personnes âgées. En sachant qu'on s'appuie essentiellement sur les ressources des personnes. Si elles ont vécu si longtemps et jusque-là, c'est qu'elles en ont. Qu'on s'applique à identifier des déclencheurs qui sont les moments où effectivement on bascule de la réalité dans le passé. On s'applique à penser que ce travail qu'elles font dans leur passé est un travail qui leur est nécessaire, qu'il correspond à une mémoire traumatique qui émerge à ce moment-là. Et vous m'accorderez qu'à 95 ans, il est un peu tard pour entamer une psychanalyse. Donc elles font comme elles peuvent, avec les moyens du bord. Et elles font le bilan inconscient d'une vie qui se décompose d'une part en une histoire de vie, ce qu'elles ont réellement vécu, en une vie rêvée. On a tous été l'enfant idéal et l'enfant rêvé de ses parents, et puis il y a eu le démenti et notre propre vie. On a tous rêvé sa vie, et au moment de la mort, il y a le démenti, et il y a le roman de vie qu'on se construit pour qu'elle soit acceptable et que nous soyons réconciliables avec ce vécu. Je vous remercie.
Merci Françoise pour cette intervention aussi très sensible. Je pense que chacun, qu'on soit professionnel ou bénévole, nous pouvons en tirer profit. Alors Bernard, il est 43. Est-ce qu'il faut s'arrêter tout de suite pour manger ou on a le temps d'avoir 2-3 réactions de la salle? 3. Alors, micro-baladeur, vous levez la main que je vous vois bien. Qui est-ce qui veut intervenir? Un micro se balade par ici. Je vais vous prêter le mien. Oui, je reviens sur la volonté des gens, et ça a été abordé forcément depuis le début, de rester à domicile. Cette volonté. Et on voit bien les gens, quand ils sont hospitalisés, ce qu'ils veulent, c'est revenir le plus vite possible à domicile. Mais pourquoi? Parce que je crois qu'on a oublié un acteur. Il y a des EHPAD qui y ont pensé. Et l'acteur qui est oublié, ce ne sont pas forcément les enfants ni les petits-enfants, parce que les petits-enfants, ils viennent plus souvent voir les papis-mamies. Les enfants, ils sont très mobiles maintenant. Moi j'en ai, c'est Mayotte aussi, hein, c'est La Réunion, c'est Haïti, donc ils sont très mobiles. Mais celui qui est oublié, c'est Kiki, Mistigri, mon petit chat, mon petit chien, qu'ils ont en photo. Et ça, c'est une rupture vraiment très douloureuse de quitter Kiki et Mistigri. Enfin, je dis Mistigri, il y a d'autres noms. Hein. Et ça, c'est important. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Un autre point, pour revenir sur les propos de Philippe Dagnou, effectivement, des fois, il y a le seul recours, c'est d'appeler le 15. Parce que ce qu'on appelle maintenant les déserts médicaux, et c'est flagrant, c'est sûr. Mais pourquoi? Parce que maintenant, on fait sortir les patients de l'hôpital. Les patients sortent de l'hôpital. Je vois, nous, à Caen, le CHU va être reconstruit. Entre 2016 et la reconstruction, il y a 480 lits qui passent à la trappe. Donc c'est quand même très important, 480 lits. Mais par contre, on fait sortir les patients de l'hôpital, mais on ne donne pas aux médecins de ville, aux médecins ambulatoires, les moyens de prendre en charge les personnes, les moyens matériels et aussi les moyens pharmaceutiques avec les produits. Les produits restent à l'hôpital. Ils ne sortent pas de l'hôpital. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important, il va falloir qu'on y réfléchisse. Parce que cette prise en charge, tout le monde ne meurt pas à l'hôpital, et tout le monde ne meurt pas dans le cadre d'un HAD. Et il est là le problème. C'est que les produits, il faut qu'ils sortent aussi de l'hôpital. Quand j'en ai parlé, on me dit, mais il pourrait y avoir des dérives. Ah, j'attendais quand même, les médecins sont des gens assermentés, il faut prêter serment, les dérives. N'allons pas si loin quand même. Et je crois qu'il va falloir qu'on s'oppose vraiment au comité régional éthique de Normandie, Basse-Normandie, Pétard. On s'est déjà posé la question, il faut qu'on évolue là-dessus. Merci. Alors, une intervention et après, une toute dernière. Allez-y. Monsieur. Merci. Quelque chose de beaucoup plus simple, en parlant de la vieillesse, mais surtout de parler de la solitude. Je suis, sans trahir un secret, je suis écoutant à SOS Amitié. Et je peux vous dire le nombre d'appels que nous recevons de ces personnes où nous sommes un des rares liens où ils peuvent se dévoiler et surtout il n'y a pas de jugement, il y a de l'écoute. Donc c'est si simple et j'allais dire notre reçu de ces personnes, c'est qu'à la fin nous disent merci. Et ça c'est vraiment un compliment. N'oublions pas les choses simples de la vie. Bien écouter, savoir être proche de vous. Voilà. Merci pour ce témoignage. Oui. Françoise Lecomte, Jeanne Malve et Grassois. Moi, je voudrais revenir dans notre thème sur la place de Jeanne Malve. Alors, je voudrais témoigner d'une expérience que je viens de vivre au sein d'une petite ville où j'habite dans le 06. Où la Caisse primaire d'assurance maladie met en place des ateliers seniors, c'est-à-dire des ateliers très pratiques qui sont proposés à des personnes de plus de 60 ans
sous forme de 4 ateliers sur lesquels ils s'inscrivent et qui ont pour thème des choses pratiques de la sécurité, de l'automédication, des problèmes médicaux, etc. Et voilà, je les ai contactés parce que je savais que ça aurait lieu et j'ai proposé de venir à l'issue d'un de ces ateliers présenter Jeanne Malve. J'étais excessivement bien accueillie, ils ont accepté, pourtant ça ne faisait pas partie du tout du contenu de ces ateliers. Donc voilà peut-être un moyen aussi de toucher les seniors à partir de choses qui se mettent en place par nos institutions. Merci. Alors ça permet de faire le lien, il y a encore une personne qui a levé la main là, de faire le lien avec les ateliers de cet après-midi où on fera le focus justement sur l'action de Jeanne Malve. Bonjour, donc je m'appelle Sylvie, Jeanne Malve, 56. Ce que je regrette un tout petit peu, c'est que Françoise Bosquet, dont l'intervention m'a beaucoup frappée, m'a beaucoup intéressée, elle nous a fait prendre conscience que finalement, les gens désorientés, ils ont un sens. Enfin, ils ont leur sens et que c'est à nous à le comprendre. Et ça, c'est une révolution, en effet. C'est-à-dire, c'est pas désorienté. C'est leurs comportements ont un sens et il nous faudrait apprendre à les lire. Alors là, c'est compliqué, bien sûr. Mais merci, Françoise, c'était vraiment très, très intéressant. Merci. Françoise, votre intervention sera accessible à celles qui le souhaiteraient. Vous avez des articles qu'on pourrait... Ok, merci. Ce que je vous propose, c'est que nous allons nous arrêter pour manger. Encore quelqu'un? Non, non, non. Non? Alors, pour manger, c'est comment les consignes? Ah, il y a une surprise. Chut.